deuxième table ronde qui est intitulée « Coopérer et innover tout en développant son activité ». Donc on va effectivement se focaliser sur ces liens sans doute assez complexes entre coopération et innovation. Alors de manière assez, je ne sais pas si c'est délibéré ou aléatoire, mais en tout cas dans cette table ronde, on a le plaisir d'accueillir des 4 personnes qui représentent 3 structures ou 3 collectifs et qui sont dans des activités très différentes, qui sont des structures de taille assez différentes et qui vont nous parler d'histoires et de formes de coopération assez différentes elles aussi, donc qui renvoient à ce qu'on a dit ce matin hein, sur les formes de coopération, les degrés d'intégration des coopérations, les motifs de coopération. On va voir que les histoires sont assez différentes, mais dans tous les cas, on a des processus assez émergents de coopération dans vos histoires. Alors, dans ce cadre-là, j'ai le plaisir d'accueillir, je vais commencer par Colette Rapp pour Rebelle. Donc vous êtes, je vais dire juste un mot sur les trois histoires, et puis je vous laisserai raconter votre histoire par vous-même. En tout cas, vous êtes plutôt dans le domaine de l'alimentation responsable, et puis aussi des emplois d'insertion. Donc vous avez lancé une coopération plutôt pour développer votre activité. Et vous allez nous raconter aujourd'hui où vous en êtes, coopération avec Baluchon, une entreprise de restauration qui fait appel largement à des emplois d'insertion. Je dirais que vous êtes plutôt sans doute dans le faire avec, de ce qu'on a dit, ce matin. À côté de vous, donc, Marc Richard pour le PTCE Ecosoli. Donc là, on est sur une autre échelle de coopération. Vous êtes sur le territoire, alors j'ai oublié de dire, oui, Colette Rapp, vous êtes sur Romainville, hein, avec tout un territoire assez intéressant sur ce plan-là d'ailleurs. Pour vous, Marc Richard, Ecosoli, vous êtes sur le territoire nantais et donc vous avez mis en place et vous dirigez aujourd'hui ce qui est aujourd'hui un PTCE, qui a été une association des femmes, donc un pôle territorial de coopération économique pour dynamiser l'économie sociale sur ce territoire nantais et de l'agglomération nantaise. Vous êtes sans doute plutôt dans la logique du faire ensemble hein, et d'organiser la coopération entre différents acteurs, et vous êtes à la fois, de ce que j'ai compris, voilà, un lieu, un réseau et des événements autour de cette dynamisation de l'économie sociale et solidaire sur ce territoire. Donc vous nous en direz un peu plus, et puis vous, Cécile Goran et Elsa Boppe, vous représentez ici le collectif de la Grande Régie. Donc là, vous êtes dans l'activité, dans le domaine de la culture, du théâtre plus particulièrement, donc un regroupement de 6 compagnies de 6 compagnies de théâtre dans la région de Tours, ou à Tours même. Et vous êtes sans doute peut-être dans une logique aujourd'hui de faire corps pour défendre ce théâtre un peu intermédiaire entre le théâtre privé et le théâtre public. Et vous allez nous raconter, vous aussi, votre histoire. Alors, si vous pouviez, chacun d'entre vous, justement, raconter un petit peu, pour commencer, et avant de rentrer vraiment dans les questions de lien entre coopération, innovation et développement d'activité, si vous pouviez nous raconter cette histoire en nous disant un petit peu comment la coopération a émergé, quelle forme elle a pris, et puis quelles étaient au départ les motivations sous-jacentes, et aujourd'hui quelle forme elle prend. Donc en quelques minutes, peut-être vous pourriez commencer. Donc en fait, cette histoire elle a commencé en voilà, je vais faire toute la petite genèse, parce que c'est important. Fin 2013, où avec un autre collègue de notre compagnie, voilà, il y a eu l'envie de dire bah, tiens, si on mutualisait pour pouvoir s'aider. Parce qu'en fait, notre idée première, on est dans des compagnies de toute petite taille. Voilà, moi, je suis la seule salariée permanente de ma structure, et pour beaucoup, c'est à peu près la même chose, il n'y a aucun salarié. Et ce qu'on constatait, c'est qu'on était beaucoup dans l'isolement.
on apprend sur le terrain, mais des fois, voilà, on se sent vraiment seul, on ne sait pas où trouver les informations. Et on ne savait pas non plus à qui s'adresser pour trouver ces informations, puisque même les institutions ne sont pas forcément dans cette démarche-là. Donc on se dit, on va s'entraider nous-mêmes. Donc le premier enjeu, les premiers enjeux, ça a été vraiment de sortir de cet isolement, de s'entraider concrètement, et puis de nous faciliter le quotidien. Donc avec mon autre collègue d'une autre compagnie, on a fait un appel à d'autres compagnies qu'on ne connaissait pas forcément, qu'on connaissait de nom, mais dont on avait à peu près estimé qu'ils étaient dans le même endroit, à se passer au même endroit que nous. C'est-à-dire que voilà, en termes d'évolution, économique ou même de travail, voilà, on était à peu près dans un secteur similaire. Donc on a fait un appel, et puis la première réunion, quand on a été au mois de décembre, on a fait une première réunion où les compagnies qui ont bien voulu répondre sont venues, et on avait également fait appel au conseil général et à la présence d'un membre du DLA. Parce qu'on avait déjà fait un DLA avec chacune de nos compagnies. Donc c'est dit déjà peut-être commencer à construire ce projet de manière un peu intelligente. Voilà, donc cette première réunion a fait qu'il y a eu 6 membres autour de la table, 6 structures, et on a parlé de notre envie, dont les autres ont répondu tout de suite favorablement, et puis on a commencé à installer de manière assez régulière des réunions, en laissant ouvert la porte à d'autres compagnies, mais d'autres compagnies n'ont pas pu venir, donc à un moment donné on s'est dit il va falloir qu'on ferme la porte pour pouvoir se construire. Et donc on a commencé à travailler comme ça. On a commencé parce qu'on ne se connaissait pas, donc il fallait aussi, c'est un temps d'apprivoisement, de travail. Donc au début c'était vraiment une utilisation assez technique. Donc c'est, tiens, moi si j'ai des décors, moi si j'ai des costumes, moi si j'ai des réseaux, voilà, est-ce qu'on ne peut pas déjà se faciliter la vie, se faciliter, puis voilà, pouvoir, si on a un problème quel qu'il soit administratif, appeler l'autre administrateur, l'autre salarié et dire, voilà, est-ce que tu peux m'aider, voilà, des choses. Voilà, on est vraiment que dans la technique. Au début, c'était vraiment pas un aspect artistique, quoi que ce soit, parce que justement, comme on ne se connaissait pas trop, c'était pas du tout de cet ordre-là. Et donc très vite, on a compris aussi l'enjeu de créer de produire ensemble. Donc on a commencé à écrire une charte de valeurs. Qu'est-ce qui pourrait nous unir? Donc on a commencé à faire ce travail-là. Et sachant qu'on avait commencé à parler avec ID37, donc l'agence qui gère les DLA à Tours, de notre envie de faire un DLA. Donc voilà, c'était en cours, on n'y était pas, donc nous on travaillait pendant ce temps. Et donc on a produit des documents, et puis à peu près 1 an après, on a commencé un DLA. Et là, au DLA, en fait, on est venu avec déjà de la matière. Voilà. Donc ça, c'était important, de la matière, de l'envie, et le DLA, en fait, a permis de mettre en place des dispositifs de gouvernance, d'entrée et de sortie, voilà, de mettre plein de garde-fous, parce que, mine de rien, dans le monde de la culture, du théâtre, voilà, tout le monde s'aime, tout le monde est beau, tout est gentil, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, on peut vite partir un petit peu ailleurs, et ça peut gangréner assez vite. Donc on s'est dit, il faut vraiment qu'on ait ces garde-fous. Voilà, donc on va faire un processus d'entrée, un processus de sortie, voilà, pour être vraiment, c'est pour nous-mêmes, en fait, c'est vraiment pour nous protéger. Et donc ce DLA s'est déroulé pendant 6 mois à peu près, je pense. Hein. Et donc, suite à ça, en fait, on a commencé, tout en travaillant, à poursuivre un peu notre travail de créer de la matière. Donc on a commencé à créer des petits pôles où on a commencé à faire des fiches d'expertise, puisqu'en fait l'idée c'était qu'en nous regroupant, on voulait aussi faire un peu de savoir un peu qui on était sur le territoire, quelle était la force, notre force artistique, notre force d'action culturelle, enfin voilà, un peu faire un état des lieux de nous 6 ensemble, qui on était. Donc on a commencé à faire des expertises qu'on appelle d'usage, autour de tout ce qui était l'action culturelle, donc, parce qu'on en faisait tous, donc c'était quelque chose dans lequel on s'est tous retrouvés. Et puis sur les résidences, les lieux de résidence aussi, on a commencé à dire, voilà, faire un petit état des lieux et après faire des synthèses et des préconisations. Donc aujourd'hui, voilà, on est toujours dans ce même schéma, donc on a notre mode de gestion du collectif. Donc alors important, on a décidé de ne pas nous former juridiquement.
parce qu'on voulait pas, parce que d'abord on s'est dit, est-ce que la formation active c'est la meilleure des formes? On ne sait pas. Enfin voilà, on a voulu c'est très lourd, parce qu'on est déjà 6 structures, on sait ce que c'est que l'aspect administratif. Donc on s'est dit, on va se laisser un temps. On va, à chaque fois, s'il y en a un qui va porter, c'est chaque année une compagnie qui porte en termes financiers les adhésions, ou voilà. Donc comme ça aussi, ça expérimente un peu notre confiance les uns les autres. Et puis on s'est dit, on va se laisser le temps peut-être de découvrir aussi quelles sont les autres formes juridiques, peut-être qui seraient peut-être plus pertinentes par rapport à notre formation. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on travaille par pôle, parce que comme on est 6 structures, on est entre 6 et on va dire 10 personnes à chaque fois. Donc on s'est dit, pour être plus efficace, on va se mettre par pôle. Donc on a créé un pôle associatif qui gère tout ce qui est l'aspect associatif du collectif. Et puis qui est aussi porté sur l'innovation, sur cette question un peu du juridique. Et là, on est actuellement avec d'autres collectifs en train de se questionner là-dessus, donc c'est intéressant. Il y a un pôle événement où on a envie de créer des événements ensemble. Donc on a fait un événement où on s'est présenté aux élus, aux acteurs locaux, en tant que vraiment juste qui on était. Maintenant on a envie de faire une présentation plus artistique. Et puis un pôle porte-voix, dont Cécile nous parlera un peu plus tard. Donc c'est un peu notre structuration aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Alors, donc nous, Confiture Rebelle, on est 2 porteuses de projet, donc moi et Adeline Girard, et on fabrique des confitures de qualité dans une logique de revalorisation de fruits invendus et de création d'emplois en insertion. D'ailleurs, je devrais dire dans l'autre sens, parce que notre objectif commun à Adeline et moi, c'est vraiment, ce qui nous a amené dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment la création d'emplois et l'insertion par l'activité économique. Et donc, et c'est aussi, mon engagement dans Disco Soup, qui est une association vraiment militante et bénévole, qui organise des sessions de sensibilisation au gaspillage alimentaire, qui m'a fait découvrir en fait tout le gisement de fruits et légumes invendus qui étaient disponibles notamment en Île-de-France et qu'on pouvait transformer en délicieuses confitures pour créer de la valeur et des emplois. Et donc on fabrique les confitures à Romainville, en Seine-Saint-Denis, et donc un peu le départ c'était aujourd'hui avoir une cuisine aux normes pour pouvoir produire, c'est un investissement qui est lourd, de au moins 100 000 €. Et donc il fallait tester d'abord l'activité avant de pouvoir se lancer dans de tels investissements et une telle structuration. Et donc du coup on est allé voir plusieurs acteurs. D'abord j'ai eu l'occasion de tester la fabrication dans les cuisines de Tafé Mafé, qui est une association à Saint-Denis. Et ensuite l'idée c'était de trouver plutôt un prestataire qui serait capable de produire les confitures dans ses cuisines et de pouvoir ensuite que je puisse tester la vente. Et donc je suis allée voir Baluchon, qui est une entreprise d'insertion qui a 4 ans, qui est à Romainville, qui fait des prestations traiteurs. Je pense que c'est ce que vous allez manger à midi, il me semble, peut-être. Oui, c'est ça. Et donc du coup, voilà, l'idée c'était de pouvoir voir s'ils avaient disponibilité dans leur cuisine pour pouvoir produire les confitures. Et le projet innovant, le fait d'utiliser des invendus, a beaucoup plu. Et du coup, François Dechy, le directeur, avait lui-même bénéficié d'un fonds de confiance par France Active et du coup m'a proposé d'héberger le projet pendant 1 an pour pouvoir tester l'activité et donc vraiment être en situation de coopération sur la fabrication. Et c'est là que j'ai rencontré Adeline Girard, qui était responsable commercial chez Baluchon, et donc on a décidé de s'associer pour pouvoir continuer ensemble le projet, parce qu'il y avait cet aspect commercial, puisqu'aujourd'hui on est vraiment sur le développement d'un produit grande consommation. Donc c'est un aspect très important du projet. Merci. Marc, Même exercice, bonjour. Donc Marc Richard, je suis, comme c'est inscrit, directeur des Écosolis et puis gérant d'une SIC qui a été créée par la suite. Donc les Écosolis, c'était au départ en fait un réseau de promotion
et de développement de l'économie sociale et solidaire sur la Nantes métropole. Donc bien la logique en fait au départ d'animation territoriale et de faire connaître et reconnaître en fait l'ESS et la grande diversité de l'ESS en fait sur le territoire. Donc il a été créé en fait un événement majeur en 2006 et c'est comme ça en fait que la machine s'est lancée dans la logique en fait de se connaître et de se faire connaître. C'est souvent en fait la logique de réseau qui est nécessaire au départ. Ça me paraît en fait important de le resignaler aussi par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et puis de fil en aiguille, avant d'arriver à coopération et innovation, ils se sont dit, parce qu'à l'époque en fait j'ai rejoint l'équipe en 2012, ils se sont dit en fait d'un événement, il n'y a pas lieu forcément en fait de faire de l'événementiel en fait avec 350 acteurs et 30 000 visiteurs sur 3 jours, donc quelque chose qu'ils avaient fortement construit et qui a très bien marché. Comment on peut insérer en fait une dynamique de réseau territorial avec la grande richesse de l'ESS sur la métropole, et c'est de ça, de fil en aiguille, qu'ils ont organisé en fait des journées thématiques, des journées d'études pour, j'allais dire, le premier pas en fait de la coopération, qui est du coup faire ensemble, apprendre ensemble, l'enjeu d'apprentissage et de formation ensemble. Donc ça a fonctionné aussi pendant 4-5 ans. Et du coup, assez rapidement aussi, est venu l'enjeu, le deuxième cap, qui est de faire avec. L'enjeu pour nous, si je fais le lien, le premier niveau c'est réseau, le deuxième niveau en fait c'est mutualiser. Donc mutualiser, donc là du coup c'est de la mutualisation en fait très concrète, d'imaginer en fait un lieu qui a vu le jour en fait en 2014. Donc mutualiser en fait des espaces. Donc c'est un espace sur l'île de Nantes, donc en plein cœur de Nantes, de 9000 mètres carrés de foncier, 4000 de bâtiments, et aujourd'hui en fait 110 structures, 200 personnes au quotidien, et puis une activité événementielle, donc culturelle, événementielle et location de salles, qui répond aussi aux acteurs du territoire et qui du coup a permis aussi de faire naître une coopération plus forte, la création d'une SIC en disant en fait on ne le gère pas nous en propre, mais on le gère aussi avec les parties prenantes du lieu. On a créé donc une SIC avec aujourd'hui 35 associés, dont les occupants du lieu, puis des partenaires, et qui permet du coup aussi de vraiment passer à un autre cap, le cap de la mutualisation dans le faire ensemble et le gérer ensemble. Donc vraiment le volet en fait coopération au-delà du technique, on va du coup sur de l'économique, et on partage aussi toute l'aventure, à la fois les bénéfices, mais aussi les difficultés de gérer au quotidien de la coopération, de l'innovation, mais aussi des contraintes et des intérêts pas forcément les mêmes les uns les autres. Et de fil en aiguille aussi, on a renforcé le côté en lien avec les parties prenantes, collectivité Nantes Métropole qui a aussi porté, animé aussi la promotion de l'ESS en fait fortement sur le territoire. De ça, de fil en aiguille, on a aussi développé le côté événementiel, donc promouvoir l'ESS auprès du grand public, des événements en fait de différents types, soit d'une journée, soit d'une semaine, soit d'un mois. L'autre marché, notamment à l'occasion du mois de décembre, et qui là du coup est un enjeu de, j'allais dire, soutenir le développement d'activités des uns et des autres, de nos parties prenantes. Et puis enfin, le dernier modèle qu'on a développé en lien avec le lieu, qui est le volet en fait incubateur, vraiment soutenir en fait l'accompagnement à l'innovation et la coopération sur le territoire, en lien avec les nouveaux projets d'innovation, donc les nouveaux porteurs de projets, mais aussi en lien avec les politiques publiques, les secteurs d'activité où l'ESS, on avait repéré un potentiel d'activité, circuit court et alimentation sur tout son volet, tout ce qui est déchets et réemploi, tout ce qui est aussi service aux personnes, aux familles, et ce qui est aussi l'habitat depuis 1 an ou 2. Et donc ça, c'est aussi de pouvoir faire de la coopération et de l'innovation territoriale en lien avec les politiques publiques et en lien aussi avec les enjeux des acteurs. Donc là, ça n'est plus en fait de la mutualisation et de la coopération technique, mais bien en fait de l'enjeu d'innovation sociale, environnementale et puis de coopération stratégique. Et tout ça, aujourd'hui, c'est un écosystème de 500 acteurs donc sur le territoire. C'est à peu près 300 emplois qui sont au sein de ces structures-là. Et donc aujourd'hui, en fait, on a encore de nouveaux enjeux. Le lieu fonctionne, le lieu est à durée déterminée, donc il faut qu'on imagine aussi demain après-demain d'autres espaces de coopération et d'innovation. Et puis sur les enjeux aussi de coopération entre les porteurs de projets, les entreprises du territoire ESS et aussi les entreprises locales et responsables. On a aussi des enjeux de développement de coopération en fait, d'un autre ordre aujourd'hui. On voit apparaître de nouveaux défis.
Merci beaucoup. Alors, maintenant qu'on connaît un petit peu vos histoires respectives, j'aimerais rentrer sur le cœur du sujet des liens entre coopération et innovation. D'abord, pour que vous qualifiez un peu plus le type d'innovation dont il s'agit dans chacune de vos structures ou de vos expériences. On a entendu le terme d'innovation territoriale, on a entendu le terme d'innovation environnementale, d'innovation sociale, innovation artistique probablement aussi. Donc de quel type d'innovation parle-t-on chez vous? Quel type d'innovation pensez-vous générer, produire? Et puis plus précisément, comment voyez-vous ce lien entre coopération et innovation? C'est-à-dire, est-ce que pour vous c'est la coopération qui a permis d'innover plus ou d'innover mieux? Est-ce qu'au contraire, c'est le fait d'être innovant dans votre projet au départ qui a facilité la coopération avec d'autres partenaires? Comment vous pourriez réagir par rapport à ces questions-là? Et qui veut réagir à ça? Du coup, pour parler d'innovation, nous, au sein de la Grande Régie, ce qui a été innovant pour nous, on va dire ce qui nous a dépassé, ce qui a émergé depuis la création de la Grande Régie, c'est quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé, au-delà de tout ce que disait Elsa, donc sortir de l'isolement, mutualiser les compétences, les savoir-faire, les moyens techniques, financiers, humains. Il y a autre chose qui a émergé, qui finalement a été nouveau pour nous, c'est le fameux pôle porte-voix dont parlait Elsa. C'est en fait, au-delà du faire avec et du faire ensemble dont parlait Aurélien et donc aussi Elsa, il y a d'autres choses qui ont émergé. Donc on a demandé aux différentes compagnies qui font partie de la Grande Régie de nous envoyer des petits mails avant cette réunion aujourd'hui pour voir ce qui avait changé. Et ce qui ressortait, c'était premièrement la reconnaissance auprès des pouvoirs publics. Donc en fait, le fait de s'être mutualisé a permis à des plus petites compagnies d'être identifiées auprès de services publics. Il y en a même certaines, enfin une, je pense à une, qui a pu toucher une subvention de fonctionnement de la ville de Tours parce qu'elle faisait partie de notre collectif. Ensuite, donc voilà, une visibilité, identification donc aussi auprès d'autres réseaux. Donc là, il y avait la ville de Tours, mais également auprès du département et de la région. Et également le fait qu'on soit très nombreux, plus nombreux quand on est tout seul dans une compagnie, on est souvent que une ou deux personnes. Là, on doit y avoir une dizaine de personnes en tout dans la Grande Régie. Ça permet d'être présent dans beaucoup de réseaux, dans des instances de concertation. Notamment, là, il y a eu des états généraux de la culture en région Centre, donc on a pu y aller, on peut donner notre avis, on peut défendre nos valeurs associatives. Et voilà, et c'est ça qui a été nouveau pour nous, c'est tout ce qui est politique, donc le fameux faire corps. Donc voilà. Du coup, pour répondre à votre question, dans notre cas, c'était un peu les deux. À la fois le côté d'utilisation et de valorisation de fruits et légumes invendus, c'est cet aspect innovant, c'est quelque chose qui a attiré les gens avec qui on a coopéré. Notamment, on est aussi dans le PTCE Resto Passerelle, qui est un PTCE sur l'insertion et la restauration collective, notamment qui remet aux normes des cuisines informelles dans des foyers de migrants. Et on a fait un projet avec eux pour pouvoir introduire des fruits et légumes invendus dans leur planning pour pouvoir aussi favoriser la consommation de fruits et légumes. Et donc du coup, il y a vraiment ce côté utilisation d'invendus qui intrigue ce secteur de la restauration. Et qui leur paraissait complètement impossible. Et après, nous, c'est aussi vraiment une question d'assurance, et le fonds de confiance et le partenariat avec Baluchon a vraiment permis de pouvoir se concentrer sur la partie collecte des invendus et création de notre produit, et du coup de ne pas avoir à être très facilité sur les questions d'accès à l'équipement, de structuration, de tous les enjeux sur l'insertion, puisque toutes ces choses-là, on a pu en bénéficier, notamment de leur expertise. Et donc du coup, on a pu vraiment se concentrer sur notre cœur de métier et aussi sur l'aspect innovant du projet, et ne pas perdre du temps aussi sur l'acquisition d'un métier qui n'était pas forcément le nôtre au départ. Donc voilà, je pense que les deux, le côté innovant
était attirant et en même temps a été grandement facilité par le fait d'être hébergé par Vallufond. Je continue sur la question coopération-innovation. C'est les deux, mais en fait, ça reste en fait une vraie difficulté en fait à pouvoir entretenir de la coopération et faire vivre de l'innovation en fait, comme je le disais, à la fois territoriale, à la fois sectorielle, et puis à la fois aussi sociale et environnementale. Quand je dis c'est les deux, ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, la coopération, nous, liée à un lieu qu'il fallait installer en 2014, donc avec du coup aussi, je vois Emmanuel, un fonds de confiance pour porter aussi la SIC, donc il y avait la structuration juridique, structuration financière, structuration en fait du modèle, puisque les partenaires ou les gens qui regardaient avaient aussi quelques doutes en fait sur un lieu comme ça, de cette taille-là, qui puisse fonctionner. On avait quelque part un peu la pression. Donc nous, la coopération, ça a d'abord été de se sécuriser nous-mêmes en disant en fait il faut que le lieu il fonctionne, quoi. Et donc on a essayé de donner en fait ce qu'on a donné comme slogan au départ, un cadre souple, c'est-à-dire qu'on voulait donner en fait un état d'esprit, un lieu original, donc une réhabilitation sur une friche industrielle, donc qui donnait un ton en fait d'innovation, d'expérimentation, mais à la fois nous, les premiers gestionnaires et animateurs du lieu, on avait aussi l'enjeu de la réussite économique, parce que derrière, quand on parle de coopération, on a bien sûr voulu le créer sous une forme coopérative, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que le modèle économique réponde. Donc là, on a eu la chance que l'écosystème a plutôt été très favorable. Le lieu a fait le plein en fait en une année. Donc j'allais dire, on a gagné en fait à peu près un an dans notre modèle de développement. En fait, la deuxième année était déjà en fait l'année troisième. En fait, donc de ce côté-là, c'était très encourageant, c'est-à-dire que le modèle économique était en fait assuré. Derrière, on a pu parler d'innovation. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on était un peu installés, un peu rassurés, et pouvoir en parler en fait complètement, j'allais dire libéré, parce qu'il n'y avait plus en fait cette question en fait de modèle économique, parce que derrière une SIC, c'est bien une société coopérative d'intérêt collectif. Il y a d'abord un projet économique qui répond en fait à des besoins en fait réels des uns des autres. Dans le projet des écosolides, c'était bien continuer grandeur nature à pouvoir promouvoir, développer l'ESS sur le territoire. Le lieu étant, comme je le dis souvent, un réseau installé, un lieu en fait qui permet d'avoir un point d'ancrage de lisibilité réelle et en continu, et puis derrière un outil d'accompagnement à l'innovation sociale qui est l'incubateur. Donc là, le lieu, ça y est, c'était donc en 2 ans, on a réussi à convaincre. Et l'innovation, en fait, on voit bien qu'en fait, c'est en continu et il faut du coup l'entretenir. On a un magasin, Le Comptoir, qui est partagé avec 2 entreprises du réemploi. On y était encore hier avec les collègues, de dire en fait comment de cette convention-là, de deux structures différentes sur le réemploi, font vivre en fait du commerce, qui n'ont pas les mêmes histoires. On l'a entendu tout à l'heure en fait sur d'autres exemples. C'est une convention entre la SIC et ces 2 entreprises-là. Ça serait, si c'était simple, à faire vivre en fait un commerce en continu avec 2 entreprises qui ont des philosophies différentes. Donc on se doit de retravailler à la fois coopération et à la fois aussi le sens que ça a. Ça a bien été dit tout à l'heure, j'ai envie de le rappeler, en disant en fait quel est leur projet commun en fait demain après-demain. On a besoin de le revisiter en fait là régulièrement. Donc voilà l'enjeu. L'enjeu aussi dans coopération et innovation, je relisais en fait là mes notes, c'est aussi avec les différents échelons et couches de réseaux et de partenaires. La vocation des écosolides, c'est aussi pouvoir lier en fait des partenariats, faire de la mise en réseau, mais aussi de la mise en coopération avec différents types de tailles d'acteurs, à la fois porteurs de projets, acteurs ESS installés, et aussi entreprises du territoire. Donc on a aussi cette vocation-là à développer en fait les mises en réseau. Donc au début on appelait ça mise en réseau, aujourd'hui en fait on est passé à un autre cap, mise en coopération. Mise en coopération, du coup ça veut bien dire que c'est au-delà d'une prise de connaissance entre les uns et les autres. Donc ça, ce qui est intéressant en fait dans la mise en relation des tailles différentes, c'est qu'on a des porteurs de projets dans l'incubateur qui peuvent être intéressés d'aller en fait faire connaître en fait leur offre auprès d'acteurs et de gros groupes en fait du territoire. Si je prends par exemple les services à la personne, on a un partenaire avec Harmonie Mutuelle. C'est intéressant de pouvoir aussi les mettre en relation et de voir en fait comment un nouveau projet d'innovation du territoire
par des jeunes porteurs de projets peuvent être confrontés à la mise en test grandeur nature avec en fait un acteur majeur du secteur d'activité. Donc l'innovation, c'est aussi pouvoir oser tester l'expérimentation, boutique éphémère dans ce qui est du commerce, mais aussi les autres tester en fait grandeur nature. Donc nos événements à nous, événements en fait auprès du grand public, on propose maintenant systématiquement à nos porteurs de projets d'aller tester en fait leur projet grandeur nature en fait sur l'événementiel. Donc faire le pont aussi entre nous, nos offres, entre les jeunes porteurs de projets et puis aussi le territoire. Et puis enfin sur l'incubateur, c'est aussi le lien filière. On voit bien qu'on anime en fait les 4 filières que j'ai nommées tout à l'heure, les filières où nous on pense qu'il y a potentiel de développement et d'activité d'emploi dans l'ESS. On voit bien que il y a des porteurs de projets qui portent en fait des innovations sociales. Derrière, c'est comment on peut les adosser, les rapprocher avec en fait des acteurs déjà existants de l'ESS pour qu'ils ne fassent pas forcément tout seuls. Et là, on a un rôle à jouer qui est déterminant dans des coopérations et de faire reconnaître les uns les autres dans l'innovation. Et demain, l'innovation dans des associations, SCOP ou structures de l'ESS, c'est pouvoir aussi intégrer des porteurs de projets sur de la recherche et développement dans leur entreprise. C'est pas forcément en fait donc les formes, j'ai bien aimé ce matin tout à l'heure, les formes de rapprochement, les formes d'innovation en fait, à chaque fois il faut inventer en fait une formule qui va bien entre les uns et les autres. Oui, en fait, à la question, savoir si on partait de la coopération à l'innovation, l'innovation en coopération. Pour nous, c'était vraiment la coopération qui amène à des choses innovantes, puisque en fait, suite à le fait de se regrouper ensemble, a émergé l'idée d'avoir un emploi mutualisé. Et les compagnies se sont dit, notamment deux, on a besoin de quelqu'un. Et donc Cécile, maintenant, elle travaillait pour 3 compagnies, maintenant 2. Voilà, donc elle vit cet emploi mutualisé. Pour nous, c'est une innovation, puisque c'était quelque chose auquel on ne pensait pas, qu'on ne connaissait pas. Voilà, donc dans ce processus-là, pour nous, je crois que c'est la coopération qui nous amène à d'autres choses qu'on ne soupçonne pas. Et juste pour rajouter, oui, effectivement, puis aujourd'hui, on a l'impression que si on veut aller de l'avant, s'en sortir, il faut coopérer. Parce que vraiment, mon poste qui a été créé, c'est grâce à cette mutualisation, et du coup, les compagnies peuvent avoir un salarié à hauteur de leurs moyens financiers, et c'est vraiment une force pour eux. Donc oui, je pense qu'il faut se rassembler pour pouvoir innover aujourd'hui, pour aller de l'avant. Est-ce que ça a produit de l'innovation artistique dans votre cas? Oui. Alors nous, avec Elsa, on est plus dans l'administratif, mais oui, ça a créé de l'innovation artistique parce que là, en octobre, on est en train d'organiser donc un événement artistique où on est passé à cette compagnie là, depuis quelques jours, où on va se rencontrer artistiquement. On avait besoin de se rencontrer artistiquement pour encore plus se faire confiance et être sûr où on va ensemble. Et donc oui, c'est innovant parce que du coup, on va organiser une après-midi avec plein de petits événements artistiques. Chaque compagnie va montrer ce qu'elle fait au public et puis voir comment on travaille ensemble artistiquement. Très bien, merci. Alors, je rebondis sur vos différents cas. J'ai le sentiment que finalement, dans ces histoires de coopération et d'innovation, le fait d'avoir un lieu, un espace commun, partagé. Alors, c'est pas votre cas apparemment, mais dans vos 2 cas, ça fait partie de l'histoire. C'est un élément très structurant finalement de ce processus de coopération et d'innovation. Alors en même temps, vous, Colette, vous êtes encore aujourd'hui dans Baluchon, mais vous êtes en train d'en partir, donc vous vous décrochez de ce lieu, de cet espace-là. Voilà, comment vous réagissez par rapport à cette dimension très structurante, enfin, potentiellement structurante de l'espace et du lieu dans la coopération et l'innovation? C'est vrai que pour le coup, nous, on a beaucoup bénéficié parce que c'était vraiment un de nos besoins d'avoir un lieu pour produire, et aussi le fait d'être dans les locaux de Baluchon et du coup de bénéficier de toute l'expertise, ça a aussi permis de monter et de professionnaliser le projet, je pense, plus vite, et aussi de rencontrer Adeline qui du coup était dans le même bureau. Aujourd'hui, on est en train de créer l'association Rebelle qui va porter un atelier chantier d'insertion. Normalement, on croise les doigts avec un conventionnement fin d'année.
et de chercher du coup une cuisine où on pourrait produire en autonomie. En attendant, on a quand même des besoins de continuer la production, donc on va continuer à louer une partie de la cuisine et les bureaux chez Baluchon dans le cadre d'une convention de coopération qu'on est en train d'écrire ensemble. Et l'idée, c'est de continuer aussi à mutualiser un certain nombre de services, notamment là, il y a l'achat certainement d'un camion à Lyon, voilà, c'est très technique, mais du coup, on n'aurait pas pu le faire toute seule, et du coup, de le faire avec Baluchon, de pouvoir bénéficier de Baluchon, c'est top. Et par exemple aussi, voilà, les locaux, il y a un certain nombre de choses, et aussi tout l'accompagnement, c'est ça, socio-professionnel, qui va aussi être fait en mutualisant l'expertise de Baluchon. Peut-être dans votre cas, l'idée d'un lieu partagé ou d'un espace partagé, c'est quelque chose que vous avez en tête pour l'avenir, ou comment vous voyez ça? Est-ce que ça a du sens? Et ben, en fait, au tout début, on s'est dit surtout pas. Parce qu'en fait, à Tours, il y a eu plein de nouveaux lieux. Quand on a créé notre collectif, il y avait d'autres lieux des arts de la rue qui se créaient. Et donc, moi, je suivais ça en étant dans un lieu, connaissant d'autres partenaires. Et je voyais les difficultés. Parce qu'en fait, le lieu, à un moment donné, on se l'approprie, on dit qu'on est chez nous et ça change toute la donne. Et là, vraiment, le défi, c'est d'abord, on va être sur vraiment des choses, des valeurs. Qu'est-ce qui va nous unir en termes de valeurs, d'éducation populaire, artistique, des choses, on va dire, plus qu'on ne peut pas palper. Voilà, au côté matériel. Et le lieu, on s'est dit, ça serait peut-être quelque chose au long terme. Voilà, on a fait aussi tout un processus du court, moyen, long terme. Et que c'était peut-être pas le plus judicieux au court terme d'avoir un lieu. Juste après, on avait plutôt envie de bureaux partagés. Au-delà du lieu de répétition, de représentation, on avait envie de lieux de bureaux. Sauf qu'on n'a pas eu la mairie de Tours, il y a eu un lieu, donc on occupe certaines compagnies, un lieu aujourd'hui à Tours, on voulait y mettre la grande régie. La mairie de Tours n'a pas voulu parce qu'on pense qu'on commence à avoir un certain poids et peut-être que ça peut gêner. Voilà. Et donc vous, Marc, le lieu est central dans votre... Oui, mais... Ah, je vais y arriver. Oui, bien évidemment, en fait, au bout de 3 ans, le lieu en fait est un point central, mais du coup, c'est un point de centralisation. Et donc, du coup, c'est aussi un bémol, à savoir que dans notre écosystème, nous, des 500 acteurs, il y en a 50 qui sont en fait sur le lieu, et donc, du coup, tous les autres, en fait, sont pas sur le lieu. Donc, il y a aussi à prendre en compte ça. Et nous, du coup, le lieu est vraiment un outil intéressant de promotion, de mise en relation, coopération, d'effets en fait réseau très concrets, j'irai à se croiser dans la rue, à notre espace de restauration et tout, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, si on s'arrête à cela, on peut aussi tomber rapidement en fait dans la routine d'un espace, j'allais dire classique, de tiers-lieux ou d'espaces de coworking où les uns les autres peuvent vivre à côté les uns des autres sans forcément coopérer et sans forcément en fait imaginer de l'innovation. Donc à nous aussi d'entretenir, de renouveler et de faire aussi en sorte de renouveler, y compris en fait les locataires, les usagers du lieu. Au bout de 3 ans, en fait, on a on constate en fait on a plutôt un taux de fidélisation important. Ça bouge plutôt par des structures qui ont besoin d'espaces plus importants et qui vont du coup soit investir, soit voir ailleurs. Et donc ça, notre logique là, c'est aussi pouvoir fédérer, pouvoir aussi organiser le renouvellement en fait des 110 structures pour que ça laisse de la place. Le fait d'avoir de nouvelles structures qui rentrent, ça va aussi amener en fait de nouvelles coopérations entre les uns et les autres. Donc derrière un lieu, oui, c'est indéniable, c'est un vrai outil de travail, mais ça reste qu'un outil de travail. On peut aussi s'endormir gentiment et puis oublier l'innovation. Ça ne peut pas être que la coopérative, la SIC et Cosimo, c'est pas une gestion d'un espace immobilier, c'est bien en fait un projet. Il y a un projet en lien avec les écosolides, donc on voit bien que derrière, comment on peut envisager demain après-demain dans notre projet, on est justement en train d'y travailler. On travaille en fait là avec un cabinet extérieur pour nous accompagner à réfléchir en fait notre réflexion stratégique et prospective à 2020 et notamment sur ce lien en fait de ce lieu-là et de cette expérience-là, comment la coopérative peut accompagner d'autres projets de territoire.
on est sollicité dans des quartiers, par exemple, politiques prioritaires, et de voir comment on peut apporter notre regard, notre contribution par rapport à ça. Donc, oui, c'est un vrai outil de travail de coopération et d'innovation, mais il faut aussi savoir l'entretenir et le faire vivre, et ne pas non plus que penser qu'aux locataires du lieu, mais bien en fait à l'écosystème d'ensemble. Merci beaucoup. Alors on va peut-être prendre quelques minutes de discussion avec la salle. Je vois que Jean-Louis Laville est arrivé et il va ensuite enchaîner sur une intervention. Donc avez-vous des questions pour nos intervenants? Juste une question pour le collectif Grande Régie. Est-ce que vous participez aux travaux de TMN Lab? De TMN Lab. On en parle. Ça pourra vous écouter. Une question plutôt pour Marc Richard, les autres pourraient peut-être répondre aussi. Ça va être très difficile, mais est-ce que vous êtes capable de mesurer la création de projets en coopération qui découlent de la dynamique collective? Oui, j'avais noté en fait dans les enjeux pour nous pour demain, puisque dès le départ en fait à l'ouverture en 2014, on a bien vu qu'il y avait des enjeux en fait de mise en relation, de coopération, de réponse à appel d'offres en commun. On est aujourd'hui en fait en peine avec ça, à savoir en fait comment on arrive en fait à. Donc si vous avez des outils, des idées, on est preneur. On voit bien en fait ça vit au quotidien, mais aujourd'hui en fait on n'est que sur du bouche-oreille, quoi. Et donc il y a un vrai enjeu pour nous globalement sur le lieu, mais pas que, à comment en fait on capitalise et on valorise en fait toutes ces mises en relation, ces coopérations et ces mutualisations, quelles qu'elles soient. Et on voit bien qu'en fait le premier niveau mise en réseau, on n'a pas trop besoin de capitaliser. Le deuxième qui est la mutualisation, on voit déjà là qu'il y a des enjeux vraiment en fait de capitalisation. Puis quand on est sur des projets communs, bien évidemment en fait là, donc c'est un chantier pour nous qui est ouvert. On commence en fait à le faire, et donc le faire à notre niveau à nous, ça veut dire en fait ce que nous on produit avec les uns les autres, mais on ne le collecte pas en fait entre les uns et les autres. Donc oui, un vrai chantier. Bonjour, Alexandre Ramollet à l'Uniops. Une question pour le collectif La Grande Régie. Est-ce que vous avez étudié l'opportunité de créer une association dont les 6 associations actuelles seraient adhérentes? Vous parliez justement tout à l'heure de limites juridiques. Gérer une association, c'est justement quelque chose que les associations anciennes savent faire. Est-ce que ça a été étudié? Est-ce que vous l'avez a priori justement pas retenu? Dans ce cas-là, pourquoi? Est-ce que ça vous a paru plutôt positif ou négatif comme option? C'est une très bonne question, parce qu'en ce moment, donc en fait la forme associative, tout au début on s'est dit est-ce que c'est la meilleure, parce qu'on a fait aussi le constat que dans nos 6 compagnies, le plus dur c'est de faire vivre avoir une vie d'association, et ça c'est très dur d'avoir des bénévoles. Quand on n'a pas de lieu, c'est extrêmement dur. Donc un bureau et autres, et on s'est dit bon, refaire ça avec ce collectif, est-ce que c'est le plus pertinent? Est-ce que voilà, ça va toujours tourner vers 3 personnes qui vont être là plus ou moins? Enfin voilà, c'est. Donc, et là, il y a en région centre, en fait, il y a eu pas mal de changements avec les états généraux. Là, la région va vouloir mettre en place des subventions pour l'innovation dans la structuration. Et d'autres collectifs, donc un collectif de danse, un collectif de musique, se sont approchés de nous pour nous dire ah tiens, on se questionne justement sur cette forme juridique et questionner quelle est la meilleure forme. Est-ce que c'est la SIC, l'association, la SCOP, enfin tout ça. Donc là, on est vraiment en ce moment, enfin notre pôle association est en train d'étudier tout ça, puisque pour savoir qu'est-ce qui sera peut-être le plus pertinent, qui pourra finalement aussi dégager un peu notre vrai esprit, parce qu'on est un collectif, on est vraiment une coopération. Donc est-ce que, voilà, vraiment on est dans ce questionnement aujourd'hui, et on avait cette opportunité de ne pas
se presser, puisque comme on a 6 structures, en fait, une structure peut porter administrativement et juridiquement et financièrement un projet. On a parlé avec les institutions, il n'y a pas de souci. Donc on a ce temps qui nous permet vraiment d'aller dans cette réflexion. Donc, actuellement, vraiment, on est en train de le faire. Donc voilà. C'est un peu, on n'a pas la réponse, mais voilà, c'est notre processus. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à nouveau d'avoir participé à cette table ronde. Et puis nous allons poursuivre avec Jean-Louis Laville.